Florence Thune, la directrice générale de SIDAction. Je vais plutôt faire une remarque en tant que personne vivant avec le VIH. Assia, tu revenais sur les faiblesses du projet Riviera. Moi, ce qui me frappe, et pour avoir notamment participé au HIV Cure Board à l'IS récemment, c'est qu'une des faiblesses, c'est peut-être le manque d'une force de plaidoyer importante de la part d'une revendication du cure et de la guérison de la part des personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire que ce que je ressens, et je vais dire, je pars à titre personnel, c'est que on s'est évidemment beaucoup battu dans les années 80-90 pour vivre et pour avoir accès à des traitements. Et quelque part, c'est comme si aujourd'hui, finalement, on avait ces traitements, on était plutôt en bonne santé, et qu'il n'y avait plus cette force de revendiquer effectivement que des essais comme celui de Riviera soient menés. Et je pense qu'il faut qu'on puisse aussi, nous, en tant que personnes vivant avec le VIH, réfléchir à cette montée en puissance d'une revendication. Je suis très frappée par, quand je vois ce qui se passe, notamment dans les communautés anglophones, notamment en Afrique, avec des fortes... des personnes vraiment qui portent ce plaidoyer et qui sont évidemment très, très présentes. Et je pense qu'il y a aussi une question liée à la discrimination, c'est-à-dire qu'on lutte contre la discrimination, et je suis intimement persuadée que le jour où on ne sera plus discriminé, c'est le jour où on pourra dire je suis de séronégatif. Alors peut-être que ça ne m'arrivera pas, mais en tout cas j'espère que pour notamment, on parlait d'âge tout à l'heure, et je terminerai juste là-dessus, on a des millions de jeunes qui vivent avec le VIH dans des pays à ressources limitées, et je pense que c'est pour ces jeunes aussi qu'il faut se battre pour que eux un jour connaissent une vie voilà, sans VIH et sans traitement. Oui, mais tu as tout à fait raison, Florence. Mais je pense que ça dépend effectivement de où on est par rapport à cette question des cures. Et une des choses qu'on avait mis, quand nous on a fait, de temps en temps, on fait des enquêtes sur les forces-faiblesses du consortium pour essayer de s'améliorer. On a vu, et je pense particulièrement ici en France, parce que c'est là où on habite, où on est, où on développe nos activités, et qu'une des considérations qu'on a eues, c'est OK, la communauté française n'a pas adopté, on ne s'est pas approprié cette question sur la guérison du VIH, chose qu'on voit par ailleurs. Aux États-Unis, on voit une activité très très importante de la communautaire autour de la guérison. Et on se dit, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas eu encore des essais vraiment ciblant la rémission et que les gens ne sont pas sentis vraiment concernés d'une façon directe. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on essaye de renforcer, d'attirer l'attention, de dire voilà, on peut faire ce type de choses, mais il nous faut votre soutien, il faut les soutiens et les feedbacks aussi de la communauté pour savoir où on va, où est-ce qu'il faut qu'on y aille, qu'est-ce que les gens attendent de nous aussi, qu'est-ce que les gens attendent de cette thérapie curative, mais c'est très important. Au fond, Bruno. Oui, bonjour, moi je suis Bruno Spire, chercheur INSERM mais aussi militant associatif. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Florence tout à l'heure. Je pense que... on avait fait une étude il y a quelques années qui s'appelait APSEC, qui était sur le point de vue des personnes vivant avec le VIH, justement sur les essais cure. Et il y avait une très grande prudence, et on voyait bien qu'il y avait quand même une grande peur de perdre tout ce qu'on avait acquis depuis des années, c'est-à-dire l'indétectabilité, le fait de vivre à peu près normalement grâce aux nouveaux traitements. Et de rentrer dans des essais cure où il faut aller, ça a l'air d'être assez lourd, il faut aller souvent à l'hôpital, il y a des risques d'avoir des effets indésirables alors qu'on a mis des années à avoir des traitements beaucoup mieux tolérés que ce qu'il y avait au début. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi un frein de se lancer là-dedans, plus les interruptions de traitement avec le risque de nouveau d'être contaminant, etc. Donc il y avait quand même des gens aussi qui disaient, et c'était peut-être, Florence se reconnaîtra là-dedans, c'est oui, mais si nous les patients on n'y va pas, si on n'est pas militant dans le cure, on ne pourra pas avancer. Donc il y avait une dimension de certains qui voulaient y aller, mais c'était plutôt la fibre militante, ce qui n'est pas le cas de la majorité des patients, mais c'est ce point de vue militant qui faisait que c'était un levier pour aller vers les essais cure. Mais je pense qu'il faut être conscient que ça ne soulève pas non plus un enthousiasme général
alors qu'on va bien de rentrer dans des choses où c'est un peu quand même l'inconnu. Et ces points de vue étaient assez partagés aussi par les médecins qui ont été interviewés dans cette enquête et qui disaient la même chose. Donc si les médecins eux-mêmes sont pas qui soignent les patients ne sont pas enthousiastes, ils ne vont pas forcément non plus convaincre les patients d'aller comme ça, allez-y, allez dans les essais cures. Donc, ma question, c'est au professeur Lacombe. Donc, Oui, bonjour. vous avez parlé un peu, vous avez effleuré les personnes nées à l'étranger. Alors, moi, je voulais que vous mettiez, est-ce que c'est parce que vous ne vouliez pas stigmatiser? Est-ce que vous ne vouliez pas parler des personnes d'Afrique subsaharienne particulièrement, ou bien Non, j'ai repris ce terme personnes nées à l'étranger parce que c'est comme ça qu'ils sont représentés dans les enquêtes épidémiologiques. Est-ce que Donc, vous pouvez nous dire vraiment par rapport à cette population-là? Qui sont les personnes nées à l'étranger? Oui, je voudrais que vous parliez de l'Afrique subsaharienne particulièrement et surtout des femmes, quoi. Oui, bien sûr. On sait qu'en France, les personnes vivant avec le VIH qui sont nées à l'étranger ont deux grandes origines, Afrique subsaharienne et Maghreb. Après, bien sûr, il y a aussi des personnes qui viennent d'Europe de l'Est, des personnes qui viennent d'Amérique du Sud, en particulier parmi les transgenres. Mais effectivement, les deux populations majoritaires, je parle pour la France, qui sont nées à l'étranger et qui sont affectées par le VIH, c'est beaucoup les femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne, mais également hommes et femmes qui viennent du Maghreb. Je voulais aussi, par rapport aux Chinois un peu, parce qu'on sait que la prostitution chinoise existe. Est-ce qu'ils sont aussi touchés? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose dessus? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose Je n'ai dessus? pas, personnellement, on ne les retrouve pas du tout dans les enquêtes épidémiologiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y a du sous-dépistage ou peut-être que finalement, la prévalence est très faible. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des données sur ce plan-là précis. Non. Mais oui, bien sûr. Après, voilà, j'ai pas de données précises d'une évaluation scientifique sur le sujet. Moi, j'avais... non, allez-y, puis après, moi, j'avais une question pour Venzi, mais je la poserai après. Bonjour, Sylvie Bournouf, je suis journaliste à l'APM. J'ai deux questions pour Karine Lacombe. Est-ce qu'il y a des données en vie réelle qui montrent que l'efficacité des traitements ou de la PrEP serait moins efficace, que l'efficacité serait moins importante chez les personnes transgenres ou d'autres populations? Et est-ce que vous pensez qu'il faut obliger les chercheurs à inclure des profils plus variés dans les essais cliniques? Alors, je vais commencer par la deuxième question, parce qu'en fait, c'est la plus facile. Oui, bien sûr, il faudrait être beaucoup plus coercitif, de façon à ce que les résultats des essais représentent la population dans laquelle on va utiliser, pour qui on développe les médicaments et qui vont être celles et ceux qui les prennent au quotidien. Donc évidemment, il faudrait avoir des mesures plus importantes. Alors, il y a maintenant, dans certains essais thérapeutiques promus par l'industrie, des règles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inclure un homme quand on n'a pas déjà inclus une femme, ou deux hommes quand on n'a pas inclus une femme. Donc, et ce type de mesures un peu restrictives aide au recrutement. Ensuite, toutes les mesures que je vous ai détaillées là sur la diapo sont aussi, alors ce n'est pas des mesures coercitives, mais ce sont des mesures incitatives. Donc il faut faire mieux, en tout cas pour les femmes, et effectivement, toutes les populations plus marginalisées, en particulier les transgenres, les usagers de drogues actives, il y en a quand même heureusement très peu en France qui s'infectent actuellement par le VIH. Mais en tout cas, les transgenres, c'est sûr qu'il faudrait avoir des mesures beaucoup plus proactives. Alors ensuite, la deuxième question, alors déjà sur l'efficacité des traitements en termes chez les personnes qui vivent avec le VIH, il n'y a absolument pas de différence. Ce qui peut faire la différence, c'est vraiment plus des phénomènes, on va dire,
psychosociaux, en fait, tout ce qui entoure la prise du traitement, mais en termes d'efficacité, il n'y a pas de différence chez les hommes, chez les femmes, chez les transgenres, chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, etc. Pas du tout de différence. En revanche, au niveau de la PrEP, effectivement, il y a quelques spécificités chez les femmes, parce qu'on sait que pour que la PrEP soit efficace, il faut une exposition au traitement beaucoup plus long, on dit 1 semaine avant qu'on puisse avoir des rapports sans préservatif, ou en tout cas des rapports potentiellement à risque. Chez les personnes transgenres, pour des personnes... c'est aussi un peu plus compliqué selon qu'elles ont été opérées, qu'elles n'ont pas été opérées. Donc, il y a quelques ajustements. Il y a, vous savez, de la PrEP en injectable, alors qui n'est pas encore disponible en France, mais qui l'est, par exemple, aux États-Unis. On sait que chez les personnes transgenres, il faut faire extrêmement attention à l'endroit où on va injecter le produit, puisqu'il y a toutes les zones qui ont été injectées par de la silicone et dans laquelle les produits, si jamais on les injecte dans ces zones-là, vont être inactifs. Il faudra faire extrêmement attention. Donc il y a quelques spécificités absolument. Alors, même si dans les essais, il n'y a pas des profils très variés, les résultats sont transposables. Alors, pour la PrEP, il y a des essais, donc plus petits effectifs, mais quand même, qui ont été faits chez les personnes transgenres. Par exemple, alors, je ne m'avance pas sur Hypergay, mais en revanche, l'essai Iprex, par exemple, le tout premier, il y avait un nombre relativement conséquent de personnes transgenres. Éric Rosenthal pour la NRS-EMI. Alors, dans le prolongement, une question pour Karine qui reprend la problématique de la représentativité au sein des essais. Bon, c'est évidemment fondamental d'avoir une certaine représentativité pour que les conclusions puissent être valides sur des populations suffisamment larges et qu'on puisse avoir des conclusions qui permettent l'obtention de médicaments dans de bonnes conditions pour leurs soins. C'est aussi une question d'équité, mais de la même manière, une problématique que tu as moins évoquée ou pas évoquée, c'est le fait que certaines populations clés peuvent avoir des besoins spécifiques et en dehors d'essais très généraux, il y a des besoins d'essais, en particulier de stratégies particulières, dans des populations clés. Alors, ces essais existent pour certains, mais mon sentiment, et je voulais avoir ton avis là-dessus, sûrement pas suffisamment. Ces questions de stratégie pour des populations clés qui sont fondamentaux ne sont probablement pas suffisamment développées. Alors, c'est un peu le rôle de la NRS d'essayer de faire en sorte, quand les personnes ne se reconnaissent pas d'une communauté, que les chercheurs aillent au-devant. Et le rôle de la NRS, c'est sans doute essayer d'animer et d'amener des discussions. Mais comment est-ce que tu verrais les choses pour essayer d'améliorer la recherche sur ce plan aussi? Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, je n'ai pas du tout couvert ce champ-là de la recherche, qui n'est finalement pas le développement de nouvelles molécules ou de molécules dans des stratégies thérapeutiques, comme on l'a vu avec Quatuor, mais de stratégies d'intervention, d'évaluation d'intervention. Alors, on l'a beaucoup fait dans le domaine des hépatites, en particulier l'hépatite C, où ce n'était pas tant d'évaluer l'efficacité des traitements anti-hépatite C qui était l'objectif principal de ces essais, mais c'était d'évaluer des stratégies d'intervention, de dépistage ou de lien aux soins ou de prise en charge des addictions. Donc, effectivement, dans des populations clés dont on a déterminé auparavant les besoins et les attentes, parce qu'il ne faut pas que ce soit tout le temps quelque chose qui vient d'en haut vers le bas, mais il y a tout un pan de la recherche qui est là, et je pense que Bruno s'y intéresse beaucoup, de faire remonter les besoins des populations clés elles-mêmes pour qu'ensuite on mette en place des interventions. Donc on n'évalue pas des traitements, mais des interventions de dépistage, d'outreach, de lien aux soins, etc. Donc c'est un pan de la recherche qu'il est plus difficile de financer, mais qui est un champ d'intervention très important de la NRS dans le domaine des sciences sociales. Et pour prendre un exemple, on a conçu il y a quelques années, maintenant, bien une dizaine d'années maintenant, un projet de dépistage de l'hépatite B qui s'appelait OptiScreen B,
qui a eu plusieurs volets. Et un de ces volets, c'était effectivement d'évaluer l'efficacité de dispositifs point of care. Donc maintenant, on en parle beaucoup, mais à l'époque, il y a 10-15 ans, on en parlait très peu, de point of care, c'est-à-dire qu'on dépistait les patients, enfin alors pas les patients, mais les personnes, parce que certaines, heureusement, n'étaient pas infectées, sur leur lieu de prise en charge. Donc on avait travaillé, par exemple, au CASO, avenue Parmentière, on avait travaillé avec Médecins du Monde, on avait travaillé avec des centres bas seuil pour prise en charge des personnes en situation de grande vulnérabilité sociale. Et le fait de les dépister et de leur donner le diagnostic sur le lieu même qu'ils fréquentaient, eh bien, on a montré que ça aidait au lien aux soins, en particulier hospitaliers, pour celles d'entre elles qui étaient infectées. Donc ce type de travaux, c'est extrêmement important à mener, et je sais que la NRS s'est beaucoup investie sur ce sujet-là. Oui, Hugues Fischer, TRT5 CHV. Je voulais revenir sur un des points de conclusion, si je puis dire, d'Acier, parce que comme représentant du TRT5 dans le consortium Riviera, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, et je dirais qu'une certaine pudeur de la part d'Acier a fait qu'il n'a pas insisté assez lourdement, à mon sens, là-dessus, mais ça me paraît quand même extrêmement important, surtout que j'en entends quand même beaucoup parler comment dirais-je, au contact des équipes de recherche. C'est cette question des tracasseries administratives qui retardent considérablement les recherches en France et qui donne des difficultés énormes pour être capable de monter des consortiums internationaux et des collaborations internationales. C'est quand même un truc terrible, parce que ce que nous montre Acier à travers l'expérience de Riviera, c'est que effectivement, aujourd'hui, on fait de la recherche quand on travaille avec le monde entier. On fait de la recherche quand on échange avec les autres. On avance parce qu'on est capable justement de monter des collaborations. Et on ne fait plus son petit travail dans son petit coin en disant « Ouais, je vais tous les battre sur je vais tous les coiffer sur le poteau, c'est moi qui vais trouver le premier. » C'est plus comme ça que ça marche. Or, le problème, c'est qu'apparemment, il semblerait quand même qu'en termes administratifs en France, on n'ait pas encore compris ça. Et il me semble que ça devrait être un point de mobilisation fondamental de nos associations, d'être capable de soutenir justement les efforts des chercheurs et d'être capable de demander des comptes aux administrations pour qu'elles soient capables de donner le dynamisme nécessaire à la recherche si on veut arriver à quelque chose. Alors, bon, Acier a peut-être encore des commentaires à faire dessus, mais peut-être que Venzi a aussi des idées vues du côté de la NRS, parce que, bon, j'ai aussi des idées un petit peu là-dessus, et ce qui se passe, c'est qu'on cherche quand même un petit peu quels sont les angles d'attaque, où est-ce qu'il faut aller taper pour que ça bouge, quoi. Alors effectivement, on est bien placé aussi à l'agence pour connaître ces aspects d'une part réglementaires, mais aussi administratifs, financiers et juridiques. Et c'est vrai qu'il y a d'une part l'évolution de la réglementation, maintenant en termes de législation, de recherche clinique, impliquant la personne humaine d'un haut niveau de sécurité, c'est les RIPH 1. Maintenant, à partir de janvier 2023, on va tomber sous la réglementation européenne. Et donc, voilà, ça s'impose à tous les promoteurs, qu'ils soient académiques ou industriels. Donc, pour ce type de recherche, et ça va impacter les essais médicaments en premier lieu. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'impose à nous de ce fait, et qui, voilà, on a déjà expérimenté un petit peu à travailler avec la variole simienne et l'étude mosaïque, une soumission européenne. Voilà, on est au début, mais ça va pas vous rassurer ce que je dis, mais voilà, nous on tombe aussi sous les prérequis réglementaires qui s'imposent à nous. Par rapport aux autres études qui sont les études de moindre risque, RIPH 2 et 3, on est donc en réglementation nationale.
On a une collaboration étroite avec la NSM. À travers la crise Covid, vous le savez bien, il y a eu des dispositifs de crise qui ont fait que il y a eu des procédures dites de fast-track réglementaires. Donc la NSM, les CPP ont permis l'évaluation accélérée des études. Maintenant, ce dispositif de crise est terminé, en tout cas pour le Covid, depuis fin juillet. Sur tout ce qui est législation nationale, peut-être qu'on peut, avec les autres promoteurs aussi, institutionnels comme l'INSERM, puisque nous collaborons avec les collègues du pôle recherche clinique de l'INSERM et aussi des promoteurs privés, avoir des leviers de discussion avec les autorités de santé. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que sur certains aspects, on va pouvoir peut-être avoir encore la main sur certains types d'études, mais sur le haut niveau de risque, qui sont les études interventionnelles médicaments, on va tomber sur la législation européenne. Et bon, voilà, il faut continuer d'essayer. Tout ça, c'est mis en place pour faciliter, mais bon, voilà, il faut que nous, les acteurs aussi, en tant que promoteurs, on puisse s'exprimer, et donc avec l'agence européenne, on a des dialogues aussi pour voir voilà, le retour d'expérience sur ce règlement européen par rapport aux études qu'on a mis en place dans la variole simienne. Et l'autre aspect, donc administratif, financier, au niveau de l'agence, je sais bien, il y a de nombreux chercheurs qui travaillent avec nous pour lesquels on a des financements qui ne peuvent pas forcément arriver dans les temps souhaités. On est, donc la NRSMIE est née en janvier 2021, on a toute une organisation. On n'a pas, malgré, voilà, ça fait 18 mois qu'on a été mis en place, on a progressé, on se structure. Il y a encore des points d'ajustement à avoir. Mais voilà, on met tout en œuvre pour que les financements soient mis en place dans des délais raisonnables et permettent donc aux équipes de recherche de pouvoir mettre en place leurs travaux. Et sur la partie, voilà, un point un peu compliqué, c'est les aspects juridiques. Et Acier connaît bien ce dossier parce qu'on a de nombreuses recherches avec lui qui sont impactées par ça. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on encourage nos chercheurs voilà, à mettre en place des partenariats en France, mais aussi à l'étranger, public, privé. Mais à côté de ça, voilà, l'accompagnement juridique ne suit pas forcément. C'est pas en termes de compétences. On a les compétences, c'est en termes de manpower. Oui, on est au courant. C'est un problème presque, je dirais, national, où il y a beaucoup de difficultés voilà, pour accompagner les aspects juridiques des collaborations. On en est conscient. On a, voilà, au niveau de l'agence, on n'a pas de service juridique parce que nous, on dépend en tant qu'agence de l'INSERM, nous bénéficions des services supports de l'INSERM, dont le service juridique. Donc, on n'a pas nos propres services juridiques. On a quand même réussi, avec le soutien de la direction, à recruter un référent juridique qui va nous permettre d'accélérer un peu la revue des contrats. Mais voilà, on sait qu'on a encore au niveau de l'agence des progrès à faire à ce niveau-là. On en est conscient et on essaie d'y travailler. Mais c'est un problème, je dirais même plutôt national sur le juridique. Et voilà, je comprends tout à fait les remarques formulées par Hugues et Acier à ce niveau-là. Et on continue et on essaye de faire au mieux pour améliorer ça. Et si je veux rebondir sur ce que vient de dire Venzi, pour participer au conseil d'orientation de la NRSMIE, je peux vous dire que ce sujet revient souvent dans les discussions et que donc la NRSMIE est parfaitement consciente de ce frein pour le développement de la recherche, aussi bien clinique que fondamentale d'ailleurs, et les délais qui sont incompressibles et qui sont insupportables pour les chercheurs et pour les cliniciens. Et d'ailleurs, à ce sujet, Venzi, moi, vous avez parlé des appels à projets, des 9 appels à projets qui sont lancés, là, qui vont avoir lieu cette année. Il y a une question rapide, est-ce que vous pourriez nous dire, parce que ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, quand un projet arrive en réponse à un appel d'offres, comment se passe l'évaluation des projets
Merci Hélène pour la question. Effectivement, les appels à projets qui soient thématiques ou génériques, comme les appels à projets biannuels sur le périmètre VIH, hépatite IST et tuberculose. Donc pour chaque appel à projet, on a un règlement. Dans ce règlement, est adossé des priorités de recherche. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la variole simienne avec un groupe d'experts qui a été mis en place et qui a émis des recommandations de priorités de recherche. Donc pour chaque appel à projet, on a un règlement qui est publié lors de la campagne d'ouverture. Et puis pour chaque appel à projet, on met en place un comité scientifique sectoriel, c'est-à-dire un groupe d'experts qui va évaluer un groupe d'experts. Parmi ce groupe d'experts vont désigner pour chaque dossier soumis 3 experts pour chaque dossier soumis qui vont chacun faire une expertise écrite. Et ensuite, tout le groupe d'experts se retrouve autour d'une réunion plénière et chaque dossier est passé en revue et discuté. Ensuite, il y a un processus donc de vote pour chaque dossier. À la majorité, il y a des oui et des non. Et ensuite, en fonction, s'il y a une majorité de oui, selon des critères donc de pertinence scientifique et de qualité du projet. Ensuite, il y a une note qui est attribuée. À l'issue des discussions, il y a une série donc, de projets qui sont notés. Donc il y a un classement en fonction de la note. Et ce classement est ensuite soumis à l'arbitrage du directeur de l'agence pour les appels à projets biannuels. Et puis pour les autres, pour lesquels on a un partenariat, pour certains appels à projets, on a travaillé avec la Fondation pour la recherche médicale. On a également, notamment pour l'appel à projet PHRC, on travaille avec la DGOS. Et donc l'arbitrage se fait au niveau de la direction de l'agence, mais aussi avec ces instances. Donc l'agence n'est pas seule à décider de comment l'argent va être distribué. Et ensuite, les lauréats sont publiés sur le site web de l'agence à l'issue de chaque campagne. L'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Tout à fait. Et je crois que alors, il y a beaucoup de questions à droite et pas de questions à gauche. J'en ai une, peut-être de gauche, je ne sais pas. Michael TRT5. Donc, je vais rebondir sur les propos de Bruno. Comment vous faites pour que les personnes concernées, pays du Sud, comprennent que HIV Cure, ce n'est pas une histoire d'hommes blancs, mais ça les concerne. Et je dis ça parce que nous, dans les forums HIV Cure, au Congrès IS 2019 et encore là, AIDS à Montréal, on a des retours de terrain où les personnes des pays du Sud, en fait, se disent toujours « c'est pas pour nous ». Un exemple, une chercheuse à qui le visa a été refusé, d'un pays d'Afrique centrale, on lui a dit pendant 10 ans, bah écoute, la greffe de moelle, c'est pas pour toi, attends encore on mette ça au point au nord. Elle s'est dit, bah non, je suis désolé, nous au sud, on souffre aussi du VIH. Donc, comment vous faites, vous, l'ANRS, pour renforcer le lien nord-sud, que ce soit pas seulement le nord qui parle au sud? Comment on fait quand on voit qu'à la journée SIDAction, il y a des visas qui sont refusés? Comment on fait quand on voit au symposium ANRS ME, il y a des visas qui sont refusés? Là, entre nous, on est à Paris, donc j'imagine qu'il n'y a pas de visa refusé pour aujourd'hui. C'est un peu dommage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce que nous, TRT5, on peut travailler avec vous pour... Et c'est une piste qui a été avancée par Kevin Decock quand on l'a interviewé avec Hugues Fischer pour l'ANRS. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que dans le futur, on puisse renforcer, qu'il n'y ait pas de refus de visa pour les personnes concernées et qu'elles puissent venir faire leur propre retour de terrain, elles, personnes concernées? Alors, donc, tout à l'heure, en début de ma présentation, j'ai évoqué on a un département partenariat et stratégie dont les missions, c'est de gérer les dispositifs de crise et tous les partenariats. Mais dans partenariat aussi, il y a tout le partenariat à l'international et notamment avec les pays du Sud. L'agence, depuis 2018, toutes les instances d'animation de l'agence depuis 2018 sont des instances d'animation nord-sud. On n'a plus de séparation nord-sud, donc le dialogue est ouvert en permanence. Depuis la création de la nouvelle agence, il n'y a plus de département dédié au Sud. Par exemple, auparavant, j'étais responsable du département recherche clinique France-Europe. Maintenant, c'est un département France-Europe, mais aussi international. Donc, on décloisonne au maximum. On a dans les comités scientifiques sectoriels d'évaluation, donc des appels à projets, on a des représentations des associations de patients. Et donc, on a aussi des collègues
des associations de patients du Sud qui participent à ces comités. Et dans toutes nos instances d'animation, on a des chercheurs des pays du Sud qui sont pas invités, qui pilotent les réunions et qui participent. Et puis il y a toutes les recherches. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'études, on va dire, innovantes. C'était principalement des études au nord, mais on a en tête des études aussi au sud, comme les CETASP ou Temprano, qui ont permis des avancées, qui ont apporté des résultats majeurs et permis d'améliorer la prise en charge des patients. Donc, la composante internationale à l'agence, c'est une vraie... ça fait partie de nous, en fait. Et ce que je veux dire, c'est que le département stratégie et partenariat développe la politique à l'international avec un programme on a 8 sites à l'international. Il y a tout un programme de journées scientifiques de tous nos sites, qui est un programme établi. Des réunions, le directeur se déplace pour... principalement toutes ces réunions, et donc on développe des programmes et des réseaux. Par exemple, j'ai en tête un réseau de recherche clinique qui va être développé en Guinée, et j'ai des personnes de mon équipe qui vont partir au Cameroun, Jérémy, prochainement, pour des programmes d'éducation des personnes qui font de la recherche dans ces pays. Et voilà, donc le partenariat avec le Sud est très... C'est un vrai échange nord-sud, c'est pas nord vers sud. Ah oui, non, l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes est une agence... et je vais finir en vous disant cela, c'est que il y a une question de la prise en charge des études, la promotion des études cliniques. Et c'est un volet important parce que la promotion, c'est un vrai engagement, une vraie responsabilité de conduire une étude. Et dans nos appels à projets, certains chercheurs nous demandent de prendre la promotion des études. Et donc l'agence Maladies Infectieuses Émergentes, elle est financeur d'un côté, puisqu'on distribue les moyens financiers qui nous sont conviés, mais aussi parfois on prend des études en promotion. On ne peut pas tout prendre en promotion, mais un des partis pris sur laquelle on va tendre davantage, c'est d'accompagner davantage des études au sud, pour lesquelles il y a moins de possibilités de promotion que, on va dire, au nord, où il y a les CHU qui peuvent l'être et d'autres instances. Voilà, donc il y a un vrai souhait de développement du champ. Dernière question, population clé dont on parle très peu, c'est complexe pour les femmes. Bon, on se demande pourquoi. Cohorte pédiatrique et VIH. Au pays du Sud. Et pays dans les pays du Sud. Hier, non, je vous en prie. Non, parce que c'est... Non, allez-y. Cohorte pédiatrique. C'est vrai qu'hier, on avait eu une réunion du groupe Mère-Enfant piloté par Valérienne Leroy, Albert Faye et Pierre Frange, où ont été présentés l'état des connaissances dans le domaine et la transmission mère-enfant. Nous, c'est vraiment la transmission mère-enfant, notamment aussi du VHB. En tout cas, c'est une thématique qui nous tient à cœur, qu'on veut poursuivre. Le groupe va s'orienter plutôt vers un groupe interdiscipline, pas seulement dédié à la recherche clinique, mais aux fondamentales, aux sciences humaines et sociales et à l'innovation. Et on a de nombreuses recherches mère-enfant en cours, et puis d'autres qui sont en cours de construction, notamment une cohorte qui est... Je ne peux pas trop en parler, mais c'est une cohorte dont le nom est... prévisionnellement Viropreg, qui va s'intéresser donc au VIH, aux hépatites, mais aussi aux émergences. Donc c'est une cohorte multithématique qu'on construit actuellement avec des équipes de recherche. Pas de nouvelle stratégie pour les... C'est mère-enfant, femme enceinte. Pas de nouvelle stratégie pour les enfants, les nouveau-nés. Si, il y a aussi des projets peut-être un mot pour les enfants et les adolescents. Okay. Sur la proportion, je voulais revenir sur la proportion de la participation des femmes dans les essais. Karine a dit la principale, mais c'est vrai que les chiffres aussi des études mises en place par l'agence, je les ai un peu regardés encore ce matin. On est vraiment à des tendances sur les essais de... On a pu aller dans certains essais jusqu'à 40% de participation, mais ça reste vraiment ponctuel, c'est plutôt de 20 à 30% pour les femmes. On équilibre un petit peu plus au niveau des cohortes. Les cohortes, il y a un peu plus, on est plutôt à 40-50%, donc hommes-femmes. Mais voilà, c'est vrai que c'est une question, ça fait
depuis plus de 10 ans où les chiffres sont à peu près dans cette tendance. Voilà, plutôt 30% pour les essais cliniques et 40-50% pour les cohortes. Bonjour, Mélanie du TRT5. J'avais une question sur cette question de la représentativité des publics dans les essais. Je voulais savoir si à l'agence, en fait, vous aviez des choses que vous pourriez mettre en place pour inciter les personnes qui déposent des projets à être plus inclusifs dans leur recrutement de participants, notamment en le mentionnant dans l'appel à projet ou en faisant un critère d'évaluation dans le cadre des CSS, des comités d'évaluation. Alors, c'est vrai que, merci Mélanie pour votre question. Quand Karine a évoqué tout à l'heure certains essais industriels qui mettent en place des mesures, en fait, et donc encouragent. Écoutez, sauf erreur, pour le moment, je ne crois pas l'avoir vu dans les études en cours de mise en place, dans l'étude, mais c'est une bonne approche, je pense, sur laquelle on pourrait réfléchir. Donc, tout à l'heure, je l'ai évoqué aussi, la majorité de nos financements proviennent... Enfin, la manière de se faire financer par l'agence, c'est de déposer à l'appel à projet. Et à l'appel à projet, donc, il y a un règlement, mais aussi un template, un document type à partir duquel les personnes qui souhaitent déposer un projet doivent remplir et déposer sur un site qui s'appelle Apogée. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait envisager d'encourager de cibler les recrutements et donc de prévoir dans notre document type ces aspects-là. Merci Mélanie. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne suggestion parce que ça l'est déjà dans des projets internationaux, les projets européens. Il y a souvent une question, quelles mesures allez-vous mettre en place pour permettre l'inclusion, etc., etc. Donc c'est une très bonne suggestion à retenir. Oui, donc effectivement, c'est une question clé et sensible, mais il ne faut pas non plus tourner la face au fait que c'est très difficile de recruter. En fait, il y a pour beaucoup de nos études où on n'arrive pas à recruter le nombre suffisant de personnes. Donc, on prend ce qu'on peut. Donc, on peut cibler certains recrutements. D'ailleurs, pour certaines de nos études, il y a des biais intrinsèques parce qu'on cherche des facteurs génétiques ou des facteurs d'infection qui vont faire que des populations sont biaisées. Mais après, il y a des difficultés. Évidemment, il y a des encouragements aujourd'hui pour faire une publication scientifique dans un journal de haut niveau. Il faut décrire comment cette question a été prise en considération, s'il a été ou s'il n'a été pas. Donc je pense que tout ça fait rentrer dans la tête des chercheurs qu'il faut faire des efforts pour faire le maximum. Mais aujourd'hui, on a des difficultés majeures de recrutement. Peut-être c'est une question de motivation en général, mais en tout cas pour les études auxquelles on participe, il y a de vraies difficultés. Et ce n'est pas la même chose de remplir un questionnaire, et ça, c'est une petite note pour l'ANRS, à l'Europe où on demande 3 millions d'euros, qu'à l'ANRS où peut-être on va demander 50 000 euros, 60 000 euros, un truc comme ça, et on ne va pas passer le même temps à... Donc, s'il vous plaît, ne nous compliquez plus les formulaires. Merci beaucoup. On est conscient qu'il y a des difficultés de recrutement en fonction des essais, mais on sait aussi qu'il y a des essais qui recrutent très bien et très vite, notamment sur l'allègement, et où là, on pourrait faire des efforts, en fait, pour l'inclusion des femmes, notamment. Merci. Bonjour, docteur Djebard, aussi dans vos services. Professeur Lacombe, vous avez cité comme exemple, vous avez cité la PrEP comme étant un exemple entre les femmes et les hommes, et plus généralement entre toutes les personnes qui ont un vagin, donc les trans qui ont été opérés, et les hommes. La différence est en réalité une PrEP beaucoup plus complexe chez la femme que chez l'homme. Est-ce que c'est une réelle différence prouvée scientifiquement, ou justement, et c'est le sujet aujourd'hui, c'est juste une simplicité pour les prescripteurs, parce qu'il n'y a pas d'études ou assez d'études chez les femmes pour montrer les concentrations au niveau des sécrétions vaginales, etc. Si, alors il y a des études de physiopathologie qui montrent que l'appareil génital féminin met plus de temps à s'imprégner de façon efficace des médicaments de PrEP que pour les hommes. Donc en fait, le substrat pour les règles de prescription viennent de ces études physiopathologiques, mais également des essais qui ont été menés
chez les femmes, alors principalement en Afrique subsaharienne, très peu en dehors de l'Afrique subsaharienne, mais non, il y a un substrat clinique dessous. C'est pas juste, c'est pas juste une histoire de simplicité. Et en fait, est-ce que ça explique aussi le fait que les femmes ne peuvent oublier 15 jours sur 7, si c'est une concentration au niveau des substrats, au niveau vaginal, le fait d'oublier 2 ou 3 jours, est-ce que ça, vu que ce sont les mêmes produits, les mêmes médicaments qui ont une demi-vie assez longue, est-ce qu'au bout de 2 jours, il n'y a plus suffisamment de concentration efficace? Le risque d'échec est plus important. C'est pour ça qu'on ne recommande pas la PrEP intermittente chez les femmes, mais de la PrEP continue. Question pour les femmes transgenres. Alors, juste, le temps est achevé, donc une dernière question rapide. Il n'y a pas eu beaucoup de questions à gauche, alors je porte-parole de la partie gauche. Pour une femme transgenre qui a eu une vaginoplastie, reconstruction avec muqueuse intestinale, comme beaucoup c'est le cas, est-ce qu'on a des données sur l'imprégnation de la PrEP? Parce qu'il semblerait que dans la littérature, il y ait peu de données, mais qui suggèrent que l'amtricitabine n'imprègne pas très bien les PBMC dans la muqueuse intestinale. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut augmenter la dose ou pas? Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là parce que je ne le maîtrise pas assez. Mais en tout cas, chez les femmes transgenres qui ont une vaginoplastie, on préfère les considérer comme des femmes avec un vagin naturel, entre guillemets, et donc pas de PrEP discontinue. Pas de PrEP à la demande, de la PrEP continue. Et c'est vrai qu'il faut absolument faire plus d'études sur le côté physiopathe. Ok, merci. Merci pour une toute dernière question. Nous avons des représentantes industrielles dans la salle ici. Et j'aurais aimé leur poser la question de savoir ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ont ressenti ou ce qu'elles espèrent de la fertilisation croisée, si je puis dire, ou de la synergie qu'on voit lorsqu'il y a une association entre recherche privée et recherche publique pour finalement développer notamment de grands projets et des projets internationaux. Merci pour la question. C'est vrai que l'exposé ce matin était passionnant. Quand on voit justement l'exposé sur Riviera, où on voit ces partenariats privés, publics, internationaux, je veux dire, c'est là où on trouve du sens aux choses et c'est comme ça qu'il faut travailler. Et puis, quand j'entendais aussi des questions sur les transgenres, par exemple, c'est vrai que les échanges que l'on peut avoir avec le TRT5, les questions sur les transgenres, le silicone pour l'injecta, par exemple, c'est des questions qu'on a entendues très tôt. Donc, c'est vrai qu'il n'y a que de la richesse à ces échanges pour travailler ensemble. Oui. Donc, on vous encourage à continuer. Oui, bien sûr.